Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette première conférence de l'année 2021 pour J'aime en débat. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir Monsieur Mehdi Thomas Halal, maître de conférence à Sciences Po, pour cette conférence sur la cancel culture. Donc la cancel culture, un thème de plus en plus abordé dans notre société, mais qui demande toujours plus de développement et de précision. Et nous espérons, et même nous sommes sûrs qu'avec Monsieur Mehdi Thomas Halal ce soir, nous pourrons avoir des réponses à nos questions. Cette conférence sera animée par Baptiste Mallard et Camille Boust. Elle se déroulera par trois phases. La première démarrera par une présentation de M. Mehdi Thomas Halal sur la cancel culture. Ensuite, il y aura un temps d'échange entre M. Mehdi Thomas Halal et nos modérateurs. Et enfin, nous pourrons répondre à vos questions, les questions que vous pouvez poser sur la partie du chat. Et donc, elles seront répondues à la fin, posées par nos modérateurs à l'intervenant à la toute fin de la conférence. Voilà, nous remercions notre partenaire Grenoble École de Management pour la réalisation de cette conférence et nous vous souhaitons à tous un bon moment en notre compagnie. Monsieur Mehdi Thomas Halal, merci d'être présent et je vous laisse vous présenter. Vous avez votre micro coupé, monsieur Halal. Vous m'entendez? Tout à fait. Oui. J'ai une formation de juriste. J'ai commencé ma carrière au cabinet de Bertrand Delanoë avec Lionel Stoléru, ancien ministre à la ville et au plan. Et puis j'ai bifurqué par le cabinet de Fatima Lalem, donc adjointe au maire en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai été aussi conseiller diversité du directeur de l'ENA. Et puis là, je me trouve actuellement à la ville de Paris. Je suis revenu à la ville de Paris comme chargé de mission à l'agence de la mobilité. Je m'occupe de circulation douce. Voilà, donc je voulais remercier d'abord Baptiste et Camille pour m'avoir proposé d'intervenir ce soir. Mon intervention s'articulera autour de deux articles que j'ai rédigés dans la presse à Mediapart et puis chez Marianne, donc qui vont peser le pour et le contre de la cancel culture dans la société française. Voilà, donc j'espère qu'il y aura des questions. Je suis disponible pour répondre et j'attends que vous lanciez mon intervention. Alors, la cancel culture, quand la bien-pensance se détruit, c'est le titre un peu qui m'a été imposé, mais ça me va très bien. Donc, l'actualité est foisonnante concernant la cancel culture, puisque on a des affaires de harcèlement sexuel à la mairie de Paris, des affaires d'inceste à la tête de Sciences Po. Disney vient de retirer certains films à la vision des enfants. Donc, qu'est-ce qui se trame derrière cette actualité? En fait, l'enjeu, c'est le respect de principes et de droits constitutionnels, donc comme la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté de conscience ou encore la liberté d'association. Donc, en gros, la question qu'on peut se poser avant que je vous définisse exactement quels sont les tenants et les aboutissants de la cancel culture, la question qu'on peut se poser, c'est comment aider les victimes sans dénaturer l'état de droit, puisqu'une cause juste ne doit pas être défendue par des moyens injustes. Enfin, c'est mon opinion. Donc, quelle est la définition de la cancel culture? En fait, la cancel culture, ça consiste à essayer de détruire l'existence d'une personnalité dans le débat d'idées, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, et le cas échéant, dans la vie académique ou artistique, au motif que ce qu'elle dit est offensant du point de vue des cancellistes. Donc, telle présentation des faits dans un manuel d'histoire qui est décrétée offensante ou alors mise à l'index ne doit pas être débattue, elle doit être effacée. L'existence de tels statuts, de telles plaques de rue décrétées offensantes ne doit pas être débattue, elles doivent être déboulonnées. Bref, si on traduit d'ailleurs
si on traduit le terme de cancel culture, les termes de cancel culture en anglais, c'est l'effacement. C'est vraiment la culture de l'effacement. Donc, le débat d'idées doit être fondé sur l'échange d'arguments et non sur des tirs croisés appelés à effacer celui qui exprime une opinion différente. Et y a-t-il un risque d'américanisation de la société française, puisque la cancel culture a ses origines donc, au sein de la société américaine. Et donc, on peut se poser la question de savoir si la cancel culture a assez duré. Donc, ce sera ma première partie. Donc, la méthode privilégiée des cancellistes est le cyberharcèlement, donc généralement à l'appel de leaders d'opinion, dont la contribution au débat se résume à désigner des cibles à la main dicte. Donc, on peut se poser la question de savoir si ça n'est pas la version moderne de la pratique médiévale, donc de la mise au pilori, le feu roulant, donc pouvant conduire la cible à se retirer de la vie publique. Donc, toujours sans argumenter, le feu roulant peut obtenir aussi ce feu roulant donc, peut exiger et obtenir que l'offensant se repente publiquement, donc, ce qui est une version contemporaine des cérémonies publiques religieuses d'expiation. Donc, si vous avez des relations professionnelles ou amicales avec un offensant, cela peut suffire à ce que vous soyez excommunié aussi. Donc, tout l'entourage est visé. Donc, si vous avez soutenu un offensant, non pas sur le fond, mais au nom d'un principe de la liberté d'expression, vous pouvez aussi être excommunié et banni de la place publique. Donc, dans la vie professionnelle, notamment au sein de plusieurs grands médias et universités, les cancellistes pratiquent à la fois le sectarisme lors des réunions de travail, la pression des pairs pour isoler tel collègue qui s'oppose à la cancel culture, la transformation de certains départements de la structure en enclave sectaire. C'est ce qu'on appelle les ethnic studies ou les black studies selon les termes anglais. Et la menace latente, donc c'est une menace latente de conflit ouvert si jamais la hiérarchie s'avise de ne pas leur donner complète satisfaction. Donc vraiment un chantage de la part des cancellistes pour obtenir gain de cause. Et les organisateurs de débats et de conférences auxquels les cibles des cancellistes sont censés participer subissent du harcèlement sur les réseaux sociaux et par mail. Donc pour annuler ces événements. Donc s'ils ne cèdent pas, ça peut aller jusqu'à l'intervention physique de saboteurs, donc le jour venu pour empêcher la tenue de l'événement parce que cet événement est offensant. Donc, c'est par un débat d'idées ouvert et pluraliste, donc dans le respect mutuel des personnes, qu'une démocratie résout ses désaccords et ses contradictions. Le refus du débat, donc, le refus d'un point de vue différent, tout simplement, sont d'essence dictatoriale. Et vivre en démocratie, c'est n'effacer que ce que la société a interdit par la loi après un débat ouvert, notamment dans les instances parlementaires, pour ou contre cette interdiction. Donc, vivre en démocratie, c'est accepter de pouvoir être offensé par une opinion avoir le droit indiscutable de répondre à l'offense dans un débat ouvert, mutuellement respectueux des intervenants. Voilà, donc c'est un peu la conclusion qu'on peut tirer des défauts de la cancel culture. Maintenant, je vais essayer de vous présenter les points positifs. J'avais écrit une tribune dans Mediapart qui s'appelait « Entre réfutation et normalisation » parce qu'il me semblait que les débats autour de la cancel culture agitaient l'opinion dans plusieurs démocraties occidentales et que le refus de symboles issus du passé esclavagiste, ségrégationniste, colonisateur ou génocidaire de certains pays ne mettait pas en danger la cohésion sociale au même titre que le séparatisme, le communautarisme ou le négationnisme. Donc la question qui se pose, si on veut transformer cette cancel culture en une action positive sur les monuments, les noms de rues, l'écriture, donc c'est pour refléter la mémoire et la victoire des principes de liberté, d'égalité, de laïcité, de souveraineté, de fraternité en France. Donc, comme l'affirmait le président Jacques Chirac à propos de l'Holocauste et de la rafle du Veldiv, la liberté d'expression ne doit pas être un prétexte
pour affirmer n'importe quoi et donc tenir des propos offensants, caricaturaux ou dégradants. Et donc, si certaines minorités se sentent insultées par des mesures ou des appellations, cela montre bien qu'il y a nécessité d'entendre la voix des opprimés et des victimes de l'histoire. Donc, la violence n'a pas de place pour déboulonner des statues ou détruire certaines institutions, mais il me semble que les démocraties doivent faire face à leur part d'ombre sans trembler, donc devant l'ampleur de la tâche et qui les attend. Donc, les remises en cause sont difficiles, mais il faut demeurer solide et c'est là notre héritage républicain qui est en jeu. Donc un droit lamentaire est revendiqué par des militants et des militantes qui permettrait de redonner de la fierté et de la cohérence au combat pour la dignité et la justice sociale. Donc, et ce combat permettrait de faire le tri entre les défenseurs authentiques des droits de l'homme et ceux qui ont péché et excellé dans l'ignominie. Donc, c'est vraiment un droit d'inventaire qui s'appliquerait à nos démocraties occidentales. Donc, on va prendre des exemples. J'ai choisi la collaboration française durant l'occupation. Donc, la vindicte populaire, après la guerre, la vindicte populaire a laissé la place à un examen de conscience lucide et patient, grâce auquel la justice a pu faire son travail. Donc, ce travail a permis de combattre tout manichéisme et de rassembler autour des principes issus des rangs de la résistance communiste et de la France libre. Et donc, faire participer et faire entendre la voix des plus faibles et des exclus de l'histoire officielle constitue une nécessité. On ne vous entend plus, monsieur Halal. Je ne sais pas si vous avez un problème technique. Monsieur Halal a un problème technique avec son ordinateur, on le rappelle et on revient vers vous tout de suite. Je vous laisse passer la slide suivante. Donc, en fait, il me semble qu'autour de la cancel culture se trouve le débat fondamental de laisser des gages à notre jeunesse. Donc, si des responsables politiques ont couvert ou tolèrent des actes répréhensibles selon la loi, quelle image va-t-on donner à la jeunesse de la société moderne? Et comment mettre fin au patriarcat qui sévit depuis millénaires et qui a produit tant de souffrances, donc autrement que la réputation et la réputation. Si vous voulez, c'est l'arme des faibles. On peut dire qu'on défend une cause, il est interdit de défendre une cause juste par des moyens injustes, mais en fait, quelle est l'arme des faibles sinon la répudiation et la réputation si on veut éviter la violence? Donc, de la réfutation des horreurs de l'histoire, il faut passer à la normalisation de nos discours et de nos comportements pour enfin se réconcilier entre progressistes et conservateurs. Donc, la crainte du populisme ne doit pas nous conduire à occulter les déchirures, les blessures et les vérités historiques. Donc, l'objectif, c'est vraiment de traduire dans les textes les noms et les normes, ces affres. Donc, et c'est un défi inédit auquel sont confrontés nos dirigeants contemporains. Et il est probable que ce défi sera
de plus en plus présent donc, dans les démocraties occidentales. Donc, entendre les revendications légitimes des minorités donc, ne met pas en danger nos racines culturelles et nos principes fondamentaux. Donc, la prise en compte de ces revendications doit enrichir notre patrimoine, notre langue et nos lois. Et donc, il s'agit d'œuvrer pour un nouveau pacte avec la société civile et un nouveau contrat avec les générations futures. En conclusion, donc, si la cancel culture est un bienfait, si elle permet de dégager un consensus sur notre passé, mais elle implique donc une concertation et une participation à la vie publique. De décision, elle permet de se concentrer sur une réconciliation et une révolution démocratique tranquille et silencieuse afin de faire advenir une France multicolore. Merci pour cette présentation. Donc, on va passer maintenant aux questions et je vais laisser Camille vous poser la première question pour notre partie de discussion jusqu'à la partie de discussion avec le public. Je vous rappelle que vous pouvez tous poser vos questions dans la conversation, voilà, dans le fil de discussion et on les abordera à la fin. Oui, donc une première question, tout à fait en lien avec la période que nous vivons. Pour vous, le contexte sanitaire actuel favorise-t-il le phénomène de cancel culture, justement? Pas vraiment, puisque en fait, la crise actuelle nous amène à gérer l'urgence, donc dans les textes et dans les actes du gouvernement. Donc, la cancel culture est un peu considérée comme la dernière roue du carrosse, si vous voulez. En fait, les droits des minorités en général est effacé, contrairement à la cancel culture. D'accord. Et par rapport au contexte actuel, aujourd'hui, dans votre présentation, vous nous dites que ben, voilà, ce sont les défenseurs des droits humains qui aujourd'hui, enfin, ils s'apparaissent comme ça, les cancellistes, comme défenseurs des droits humains. Oui. On peut se demander qu'est-ce qui fait basculer un défenseur des droits humains qui ne fait pas appel à la cancel culture dans sa défense de tous les jours, justement à basculer dans la cancel culture, dans cette culture du C'est compliqué. On a du mal à vous entendre, monsieur Halal. Antiphobie. Pardon? Ça a coupé légèrement. On a un peu de mal à vous entendre. Il y a des interférences. C'est compliqué. Ce que je disais, c'est que c'est compliqué comme question. Il y a une ligne de clivage dans la lutte antisexiste, anti-homophobie, antiraciste ou anti-phobie. Donc, entre les partisans d'un universalisme aveugle aux différences et puis ceux qui veulent au contraire que l'espace public laisse place aux minorités et aux revendications minoritaires. Et donc cette ligne de clivage, elle traverse tous les partis, elle traverse toute la société et elle est très compliquée à dépasser. En juin 2020, on a vu apparaître des mouvements de contestation contre des auteurs, des artistes, des œuvres, comme le fil Autant en emporte le vent. Vous en avez parlé, le déboulonnage de statues de personnages historiques. Ces dégradations ne sont-elles pas l'exemple d'une volonté de changer les mémoires? Autrement dit, vulgairement dit plutôt, peut-on cancel l'histoire? Moi, il me semble que la cancel culture, pour qu'elle survive, il faut qu'elle soit tournée vers l'avenir. C'est-à-dire comment construire un passé pour œuvrer en faveur des générations futures. C'est vraiment un retournement du passé, mais tourné vers la réalisation de projets
de, de, de politique, etc., pour améliorer le vivre ensemble. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été très clair, mais il me semble qu'il s'agit que devrait, pour un nouveau pacte pour les générations futures. Justement, vous parlez de construire un passé pour l'avenir, mais on voit bien que les défenseurs de la cancel culture, les cancellistes, comme vous les appelez, sont plutôt tournés vers l'effacement, sont plutôt tentés de supprimer des traces du passé. Alors pourquoi, justement, dans ce projet de construire un passé pour l'avenir, ne pas essayer d'ajouter d'autres éléments à la mémoire culturelle? Pourquoi ne pas essayer de multiplier les différentes mémoires correspondant aux différentes Je suis sociétés? entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Donc comment aujourd'hui faire comprendre à ceux qui défendent, ou en tout cas voilà, se mettre du côté de la cancel culture, comment essayer de construire avec eux un vrai projet pour l'avenir, passer, de faire participer toutes les minorités et toutes les personnes qui se réclament de la cancel culture. Je pense qu'il y a des mouvements dont il faut s'inspirer, par exemple la créolisation de la société antillaise ou ce genre d'exemple. C'est vraiment, vous l'avez dit, c'est un enrichissement de notre culture et ça doit être considéré comme une multiplication des apports, des apports à la culture française. Ça ne doit pas être considéré. Moi, je suis plutôt réservé quant à l'effacement radical des signes de l'oppression. Je pense il faut trouver des solutions, trouver un consensus pour avancer. Alors, je vais essayer de prendre le contre-pied de cette question. Oui, Quand vous pensez comme moi qu'il faudrait plutôt essayer d'agrandir la perception du passé plutôt que d'essayer de la réduire en effaçant justement ces traces qui pourraient tout à gêner. fait. Vous ne pensez pas qu'il y aurait un mouvement justement opposé qui viendrait contredire ou en tout cas refuser qu'on agrandisse notre mémoire culturelle? Vous ne pensez pas que certaines personnes refuseraient? Oui, oui, bah, oui, oui, au nom de la pureté de la culture française et de la pureté de la race, etc., vous avez des défenseurs vous avez des opposants à la cancel culture et des défenseurs de la pureté de la culture française, oui, tout à fait. D'accord. Dans votre présentation, vous avez parlé d'armes justes. Justement, pour faire entendre sa voix et faire réagir, quelles sont les armes justes pour vous? Les armes justes, moi je pense une arme importante, c'est le droit, le droit à la défense. Enfin, comment vous dire? C'est compliqué. Je pense qu'il y a un principe de contradictoire qui l'administration, toute la société française, le fonctionnement de la justice. Donc, il doit être, ce principe du contrat, c'est un principe fondamental du droit, du contentieux, du droit, tout simplement. Et donc, je pense qu'il faut vraiment le respecter et ne pas l'empiéter par des interventions inadaptées. Merci pour votre réponse. Quand vous parliez au début dans votre présentation de minorité et donc d'une société parfois fragmentée, comme on peut le voir aux États-Unis, puisque ce mouvement, on le sait, puise ses racines en Amérique, où la société est déjà extrêmement fragmentée. Comment faire en sorte que ces minorités-là se réconcilient autour d'une même vision pour éviter justement ce phénomène de cancel culture? Vous en avez donné une partie de réponse tout à l'heure à un projet vers l'avenir. Euh, mais ce pourrait être une réponse pour les États-Unis. Aujourd'hui, on voit que ce mouvement arrive en France. Pourtant, en France, on ne parle pas d'une société aussi fragmentée qu'aux États-Unis. Alors comment, je dirais, tuer le problème dans l'œuf? Moi, c'est un débat complexe, mais
je pense que pour dépasser les communautarismes, il faut prendre en compte les identités de manière provisoire. Il est nécessaire remise à plat de notre société et de notre vivre ensemble, donc avec la prise en compte des identités pour dépasser les clivages. Un nouveau contrat social, si vous voulez. C'est toute ma théorie. Merci pour votre réponse. Vous parlez de faire entendre la voix des opprimés et des victimes de l'histoire. Oui. Et c'est vrai que les historiens ont beaucoup travaillé sur la criminalité et sur les délinquants, mais peu sur les victimes. Comment réparer les préjudices subis? Hum, je pense qu'il y a de plus en plus d'institutions qui sont dédiées à la prise en compte de la parole des victimes. Les déclarations du président de la République sur les victimes de l'inceste vont dans le bon sens. La prise de conscience du sexisme dans nos institutions et du sexisme systémique et du sexisme donc, chez les hommes politiques notamment, donc sont en bonne voie. Donc je pense que l'aide aux victimes, c'est devenu une réalité dans notre société contemporaine. Est-ce que pour vous, la cancel culture révèle une faille du système judiciaire? Oui, oui, oui. Sont en cause la lenteur de la justice, la complexité des décisions rendues, l'accès au droit, etc., etc. Tout à fait. Vous parliez à l'instant de sexisme. J'aimerais rebondir sur ça parce qu'on a une question dans le fil de discussion d'Ayoub qui nous parle d'une polémique autour des jeux de cartes jugés sexistes quand le roi Oui, bat. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, les statuts qui sont déboulonnés. Est-ce que par là, la cancel culture serait l'illustration aux États-Unis surtout, mais en France un petit peu et de plus en plus, d'une société fragile qui n'est plus justement capable de se réunir autour d'une table pour définir ensemble des fondements d'un monde d'après, ou même d'une justice, d'une nouvelle justice qui ne correspondrait oui, à, oui, à la justice d'il y a 50 ans. oui, oui, oui. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que. Mais il me semble qu'il y a de telles fractures raciales, sociales, générationnelles françaises aujourd'hui que vraiment une prise de conscience de l'apport des minorités dans le. Si vous voulez, je pense que c'est pas nécessaire. Il faut vraiment entendre la voix des minorités pour dépasser les clivages et essayer vraiment il faut une meilleure représentation des minorités pour dépasser les clivages. Cette Mais je représentation. suis d'accord, je suis entièrement d'accord sur le fait que ça passe par s'asseoir autour d'une table tous ensemble et réfléchir en commun, hein. Je suis parfaitement d'accord. Et par s'asseoir à la table, est-ce que vous pensez que ça devrait passer aussi par une reconnaissance de ce qui a été fait ou pas fait? Oui, c'est un réajustement de l'histoire officielle, ça je suis plutôt d'accord. Mais ça ne veut rien dire que de gommer les horreurs qui ont été commises pendant l'histoire. Il faut les enseigner, au contraire, il faut en parler. Il faut s'en souvenir. Il y a un devoir de mémoire. D'accord. Et donc ça pourrait passer par l'école parce que dans le fil de discussion, on a Yasmine qui nous demande comment concrètement assumer ce qui s'est passé dans l'histoire, dans le passé, comment assumer cette réalité-là et continuer de profiter tout de même
des apports d'événements historiques ou même de films et de romans, sans forcément valider les messages ou les motivations des personnes qui ont produit, voilà, quand on pense aux artistes, par exemple. Plutôt qu'exiger l'effacement des cultures oppressantes, je pense qu'il faut plutôt se les réapproprier. Il y a une phase de réappropriation de la part des minorités. Et donc, comment interpréter la culture classique pour en faire une authentique force et une authentique voie pour s'insérer dans la société française. Bien, vous parlez des minorités, ça tombe bien puisque Valentin a également une question. Il se demande si l'effacement des signes d'oppression passée, si la cancel culture ne viendrait pas suite à un échec du dialogue social, du fait que les minorités ne soient pas entendues avec des moyens justes. Oui, mais le problème, c'est que la Constitution prohibe les distinctions selon l'origine, la race ou la religion. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que la France manque d'espace de discussion et de dialogue interculturel et interculturel. Donc vraiment, pour que les communautés se parlent, s'entraident, dialoguent, et donc fassent des propositions communes au pouvoir public. Vous nous entendez, Monsieur Halal? Allô? Allô, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Très bien. On aimerait passer sur une autre partie de nos questions qui concerne plutôt l'exclusion suite à la cancel culture, suite au boycott, suite à l'effacement voilà, d'une œuvre culturelle et en particulier de son auteur. Comment faire en sorte aujourd'hui que la personne ne subisse plus la cancel culture, ne soit plus traitée comme indésirable? Quelles sont les solutions? Ça peut rejoindre sans doute la question du cyberharcèlement. Oui, alors, oui, il y a des moyens pour modérer les réseaux sociaux, hein. Il y a de plus en plus de moyens qui sont mis en œuvre par l'État et par les publics pour surveiller les réseaux sociaux, surveiller, dénoncer enfin, lutter contre le cyberharcèlement et puis, euh, et puis, euh, et puis sanctionner les propos haineux. Il y a un observatoire de la haine en ligne. Il y a une unité de discours pro-républicains contre les discours anti-républicains. Il y a des moyens qui sont mis en œuvre, hein. Même si quand même, certes, il y a des modérateurs qui essayent aujourd'hui de faire le tri sur les réseaux sociaux. On sait que ça ne suffit pas. On sait aussi que les algorithmes des réseaux sociaux mettent en avant les messages toujours plus violents, qui appellent souvent à la haine. Et on aurait tendance à dire que la cancel culture serait favorisée par le modèle des réseaux sociaux. Pas forcément, puisque ceux qui sont anti-cancel culture font entendre leur voix aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, pour reprendre la Je question, pense que la cancel culture ne peut pas remplacer. Je pense que la cancel culture ne peut pas remplacer un long et patient travail d'éducation, de justice, pour faire advenir la vérité. C'est vrai que l'éducation, il me semble que l'éducation, alors vraiment c'est compliqué avec la téléconsultation, mais voilà, le télétravail, mais l'éducation donc en, doit être un moyen de limiter les effets de la cyberharcèlement, etc., de l'oppression sur les réseaux sociaux. Ça doit vraiment
l'éducation, ça permet un esprit critique, si vous voulez. Donc, vous ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux ou sur le net. Mais pour vous, la cancel culture n'est-elle pas un moyen, justement, sous l'égide de la justice sociale, de répudier la liberté d'expression? Il y a cette tendance, mais la liberté d'expression ne doit pas être le prétexte à dire n'importe quoi ou de caricatural. Je pense que derrière la liberté d'expression se cache le négationnisme, ce genre de tendance. Et donc, je pense que la liberté d'expression ne doit pas être un prétexte. Ce n'est pas un prétexte pour les cancellistes, mais c'est parfois aussi un prétexte pour ceux qui se font effacer aussi. Donc la liberté d'expression est revendiquée par les deux parties. Comment faire la part des choses entre ceux qui se Tout à fait. revendiquent de la cancel culture et donc qui, oui, comme vous le dites, prennent la liberté d'expression pour un prétexte, et ceux qui produisent des œuvres culturelles qui sont reprochées par certaines personnes, eux aussi mettent en avant la liberté d'expression. Comme tout principe constitutionnel ou droit constitutionnel ou objectif à valeur constitutionnelle, il faut des limites et des limites notamment ayant trait à l'ordre public. Chaque principe constitutionnel doit être pesé à l'aune du respect de l'ordre public et de l'intérêt général. Alors l'ordre public, ça paraît martial, mais on peut remplacer ces termes par intérêt général. Donc pour faire comprendre que la liberté d'autrui, sa propre liberté ne s'arrête que si elle ne nuit pas à la liberté d'autrui, si vous voulez. C'est l'un des articles de la Déclaration des droits du citoyen, l'article 4. On voit aujourd'hui que les réseaux sociaux exacerbent le côté malsain de la cancel culture. Mais pour vous, est-ce que les réseaux sociaux pourraient favoriser le dialogue sain, justement? Et donc le côté positif que vous avez également. Excusez-moi, je vous entends mal. Vous m'entendez? Allô? On a reperdu Monsieur Halal. On va essayer de le rappeler. Restez avec nous. Je vous écoute. Il y a eu un... Je disais donc, on voit aujourd'hui que les réseaux sociaux exacerbent le côté malsain de la cancel culture, mais à terme, est-ce que ces mêmes réseaux sociaux pourraient favoriser un dialogue sain? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des aspects positifs dans les réseaux sociaux et sur le net en général. Donc, c'est vraiment une arme à double tranchant. Ça peut être un espace de dialogue et ça peut être un espace de dénonciation. Ça oscille entre les deux versants. Mais je suis d'accord avec vous, c'est très pertinent comme question. Les réseaux sociaux sont un lieu où on dialogue.
un lieu en dialogue, mais pas forcément un lieu où on écoute ce que son adversaire a à dire. C'est pour ça que vous privilégiez, vous, que les gens voilà, qui s'opposent sur la cancel culture se mettent autour d'une table pour en discuter. Aujourd'hui, on voit que la cancel culture euh, euh, est partout, dans le sens où les réseaux sociaux sont utilisés par une grande partie de la population, et c'est par là qu'elle se diffuse majoritairement. Euh, mais certaines personnes n'ont pas de réseaux sociaux, certaines personnes ne suivent pas ce mouvement à travers les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on pourrait considérer que la cancel culture aujourd'hui est la mise en application à nos sociétés modernes de ce qu'on peut appeler la tyrannie de la majorité, comme le disaient les penseurs libéraux Alexis de Tocqueville ou Friedrich Hayek? Alors, c'est plutôt la tyrannie des minorités. Des minorités qui ne formeraient pas une grande majorité? À mon avis, la France ou les pays ou les démocraties occidentales sont une constellation de minorités. Vous avez raison. Mais c'est plutôt la tyrannie d'une minorité sur les autres. Et ça ne poserait pas non plus un problème? Si, mais comment vous dire encore une fois, c'est difficile de trouver un juste milieu entre la dénonciation des actes ignobles commis par certains régimes politiques et puis l'effacement des mémoires. Si vous voulez, c'est vraiment c'est compliqué de combattre autrement que par la discussion et le dialogue, les horreurs. C'est compliqué. Pour résumer, si vous voulez, la cancel culture, c'est vraiment une tyrannie d'une minorité qui veut s'imposer dans le débat public. Mais est-ce qu'elle a d'autres moyens pour agir? Est-ce qu'elle a d'autres moyens pour se faire entendre? C'est ce que je le répète encore une fois, c'est l'arme des faibles. La cancel culture, c'est l'arme des faibles. Nous avons une remarque suivie d'une question de Mathéo qui dit: l'histoire, c'est l'histoire. Elle est ce qu'elle est. À la limite, elle peut être réinterprétée par rapport au récit qu'on en a fait jusqu'à présent. Mais comment peut-on imaginer un retournement du passé pour améliorer le vivre ensemble sans tomber dans une réappropriation anachronique et hors contexte de l'histoire? Je suis assez d'accord avec cette phrase. Je suis assez d'accord. Simplement, c'est vrai que quand vous étudiez, moi je suis historien de formation, j'ai fait un 3e cycle en histoire contemporaine, et je peux vous dire que l'histoire est une construction. Est une construction de faits, avec des faits et des archives. C'est vraiment la construction d'un discours. Je vous invite à relire Marc Bloch, Le métier d'historien, Apologie pour l'histoire ou Le métier d'historien. Donc c'est vraiment une construction du passé. Une question également. La cancel culture n'est-elle pas finalement le reflet d'une banalisation de la violence dans notre société? Dans certaines formes qu'elle a prises, oui. Mais pas dans toutes ces formes. Vous avez des cancellistes qui sont tout à fait pacifiques et respectueux de l'autre. Je pense qu'il faut prendre, la cancel culture comme un vaste mouvement qui comporte des éléments radicaux et qui comporte des éléments plus modérés. C'est une nébuleuse. Vous avez un exemple de cancel culture qui a été pacifique? Par exemple, les changements de nom de rue.
quand un élu local décide de changer l'appellation d'une rue via la concertation avec son assemblée locale, vous avez la mise en œuvre d'une mesure pacifique et favorable à la cancel culture. J'aimerais revenir pour une question sur votre présentation au début. Vous parliez des victimes de la cancel culture, victimes du boycott. Vous Oui, devez revenir devant ou sur la scène publique pour demander un grand pardon, presque une expiation. euh, et oui. par là, justement, vous parliez de cérémonies religieuses. Alors, en quoi la cancel culture, qui aujourd'hui représente uniquement des minorités plutôt ethniques, sexuelles ou géographiques, puise pas une des solutions, mais en tout cas, une des conséquences de la cancel culture qui est demander pardon dans justement la religion, comme si c'était une sécularisation de cérémonies religieuses en demandant un grand pardon. Oui, il y a du vrai. Je suis assez d'accord. C'est une sécularisation des cérémonies religieuses, tout à fait. Tout à fait, mais c'est pas forcément négatif, si vous voulez. Les religions n'ont pas apporté que du négatif dans la société française et américaine. Et donc, ça serait des traces de ces religions qui resteraient aujourd'hui avec cette cancel culture. C'est vite dit, mais c'est vrai que le pardon, c'est une notion assez religieuse. Je ne suis pas un spécialiste de la théorie des religions, mais le pardon, il me semble que ça fait partie c'est un élément incontournable de la vie publique. Et est-ce que d'après vous, ce serait ce qu'attendent les cancellistes quand ils se mettent à boycotter ou en tout cas euh, pointent du doigt quelque chose qui est reprochable? Est-ce que ça serait leur objectif aussi de montrer que cette personne a fait une faute et doit s'excuser auprès de la société? Ça pourrait être Oui, oui, c'est l'un des objectifs. Oui, 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 oui. Moi, j'ai une question. Jusqu'où va la cancel culture et quand est-ce que ça s'arrête pour la personne qui l'a subi? Je pense que la cancel culture, ça peut avoir des vertus immédiates, mais ça ne remplacera jamais un long travail d'éducation et de justice. Et donc, il faut qu'à un moment donné, la prescription s'applique, les règles de prescription s'appliquent. Et donc, je pense que la cancel culture a ses limites. Il faut savoir la limiter dans le temps. Par le biais de formation, par exemple? Pardon? Par le biais de formation, par exemple? Oui, oui, oui. Peut-être une question d'ouverture parce qu'on arrive vers la fin de cette conférence. Aujourd'hui, nous sommes en école de commerce. Beaucoup d'entre nous vont travailler en entreprise. Est-ce que Oui. vous auriez des exemples ou en tout cas, est-ce que vous pourriez nous parler de la cancel culture aujourd'hui en entreprise? Alors, en entreprise, c'est plus compliqué. Il me semble que l'expression des différences est plus facile en entreprise aujourd'hui que dans le service public. Je pense notamment à tout ce qui est réseau professionnel, vous savez, ces communautés d'entraide et ces réseaux au sein des entreprises, selon les affinités. Je pense que c'est une façon de mieux intégrer les salariés. Et donc, je pense que ça va dans le bon sens. C'est plus difficile d'exprimer ses opinions et sa liberté et ses sentiments donc, dans le secteur public. Vous avez de la chance de pouvoir vous orienter vers des structures indépendantes
est favorable à l'expression des opinions. Merci beaucoup, Alal. J'attends de voir si le fil de discussion a d'autres questions. Si j'étais très clair, c'est compliqué. C'est compliqué de faire des conférences à distance. Hein. Oui, au niveau technique. On aimerait vous donner le mot de la fin. On a bien compris que voilà, ce sujet demande beaucoup de patience, de discussion, de prendre le temps de consulter les avis de chacun et de faire la part des choses entre Oui. des personnes qui ont des revendications et des revendications qui peuvent être entendues. Est-ce que vous auriez voilà, un mot de la fin, une conclusion pour nous? Je pense que il faut faire le tri des deux côtés. Il faut faire le tri du côté des cancellistes entre les revendications minoritaires qui peuvent être entendues et celles qui sont prohibées par la loi. Et puis, il faut faire le tri du point de vue de la culture dominante entre ce qui est ignoble dans l'histoire de nos démocraties et ce qui encourage le vivre ensemble. Bon, on va juste finir par une dernière question du public. On a un spectateur qui actuellement réside aux États-Unis et qui nous demande l'américanisation de la France s'illustre aujourd'hui par le fait que nous évoquons de plus en plus l'ethnie, les communautés. À cause de cette cancel culture, Oui. va-t-on aussi devoir cocher les cases de notre race/ethnie en France lorsque nous remplirons des documents administratifs? Vous qui avez fait l'ENA. Je pense qu'il y a d'autres moyens de s'identifier que par la race. Il me semble qu'il y a des critères qui sont acceptables pour s'identifier et d'autres qui ne le sont pas. Je pense que la race n'est pas un critère acceptable. Et concernant la cancel culture, qui sont ceux qui déterminent les limites de l'acceptable? Comment l'inacceptable est-il déterminé? Par les pouvoirs publics et par le droit. Il faut donc reconnaître ce phénomène au niveau de la justice pour pouvoir mieux le traiter. J'ai pas compris, excusez-moi. Pour vous, pour faire de la cancel culture quelque chose de positif, il convient donc de le reconnaître et de l'acter. Je pense qu'une reconnaissance officielle de la cancel culture ne ferait pas de mal à notre société. Oui. Très bien. Merci beaucoup. On finira sur ces mots. Je vais laisser notre président voilà, dire le mot de la fin. On vous remercie, Monsieur Alal, pour cette conférence. Merci encore à vous. Merci à vous. Merci encore. Oui, Monsieur Halal, merci beaucoup pour cette conférence et pour nous avoir éclairé sur tous ces sujets, avoir répondu aux questions du public. Je vous remercie aussi pour l'association J'aime en débat, Baptiste et Camille, pour la modération de cette conférence. Nous remercions aussi notre partenaire Grenoble École de Management pour avoir rendu cette conférence possible et nous vous disons tous à bientôt pour de nouvelles conférences pour cette année 2021. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.